Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui jeudi et c'est Dev Café, votre émission autour de l'actualité du développement mobile. Juste avant qu'on s'intéresse à ces fameuses actualités, deux petites annonces. La première, c'est si vous êtes à Paris ce soir, eh bien je donne une présentation pour donner des trucs et astuces pour les applications Android pour les rendre un peu uniques. Donc vous avez le lien en description si toutefois ça vous intéresse de venir. Et la deuxième, vous le savez probablement, chaque midi je vous fais un tuto. Et aujourd'hui je vais m'intéresser à ce que l'on est capable de faire avec le notch sur Android. Et vous voyez ici que sur le notch qui est ici, donc la caméra, eh bien j'ai fait en sorte que lorsque l'on scrolle, justement on puisse voir la progression. Donc si ça vous intéresse, ce sera ce midi sur cette même chaîne YouTube. Maintenant que toutes ces informations vous sont données, je vous propose qu'on accède aux actualités du jour. La première actualité s'intéresse aux mises à jour sur Android et vous le savez peut-être, mais il existe une fonctionnalité qui s'appelle le Seamless Update et qui existe déjà depuis plusieurs versions. Concrètement, ça permet aux utilisateurs de télécharger la mise à jour en arrière-plan et ensuite ils doivent redémarrer forcément pour installer cette mise à jour. Mais ce mécanisme de Seamless Update qui a pourtant l'air d'être plutôt une avancée pour les utilisateurs, tous les fabricants ne le mettent pas en place et notamment Samsung. Et là, ce que l'on apprend, c'est qu'il va y avoir des modifications sur Android 13. L'information nous vient du fameux Michal sur Twitter, et ce qu'il a découvert dans le document qui s'appelle l'Android Compatibility Definition Document, donc le CDD, et dans la version Android 13, il est indiqué que les constructeurs devraient implémenter ce système-là. Mais ce qu'il ajoute, c'est que si on souhaite accéder au service Google, il y a là aussi des règles, et a priori, dans les règles Google, ce serait carrément obligatoire d'avoir accès à cette fonctionnalité. Donc désormais, la fonctionnalité de Seamless Update va être disponible pour tous les téléphones, et très clairement, c'est plutôt une bonne nouvelle, à condition qu'il y ait des mises à jour, bien évidemment. Ensuite, on va s'intéresser aux télé connectées et en l'occurrence à Android Télé. Il y a quelques jours, il y avait l'IFA et à cette occasion, il y a un certain nombre de stats qui ont été donnés. Donc d'une manière générale, dans le monde des télé connectées, vous avez plusieurs choix. Soit vous avez directement votre télé qui est directement connectée, ce qui peut être le cas de Samsung, LG, qui ont leur propre système. Soit vous avez d'autres fabricants comme Sony qui utilisent par exemple Android Télé. Et dans les statistiques qui ont été données, on apprend que désormais 90% des télés sont connectées lors de l'achat, alors qu'auparavant, en 2019, donc juste avant le Covid, c'était 80%. Et deuxième autre statistique, c'est celle d'Android Télé, qui a progressé en passant de 10% à 20% de part de marché. Mais là-dessus, c'est un peu flou parce qu'on ne connaît que ce chiffre-là. On ne sait pas, par exemple, l'Apple TV, qu'est-ce qu'il en est, ni quoi que ce soit, donc c'est difficile de comparer. Et c'est d'ailleurs l'objet du sondage du jour où je vous demande qu'est-ce que vous avez comme télé. Est-ce que c'est une box sur Android Télé, Fire TV, c'est ce genre de choses? Est-ce que vous utilisez le système d'exploitation fourni avec la télé? Est-ce qu'au contraire, votre télé, elle n'est pas connectée et vous n'avez pas de box, ni quoi que ce soit? Et enfin, si c'est autre chose, n'hésitez pas à préciser. Ensuite, et comme je vous l'ai expliqué en introduction, il est déjà aujourd'hui possible de faire des choses autour du notch, puisqu'il existe des API pour ça, mais les constructeurs et typiquement Realme sont en train de demander à leurs utilisateurs des idées pour implémenter finalement quelque chose de similaire au Dynamic Island. Et finalement, si vous êtes très impatient, il y a cette application gratuite sur le Google Play qui vient un peu imiter ce qu'il existe, mais par contre c'est beaucoup moins intelligent parce que c'est à vous à dire où se trouve le notch. Par contre, bonne nouvelle, c'est gratuit, donc si vous avez envie de tester, n'hésitez pas. Juste avant de passer aux actualités en bref, les nouveaux iPhones ont une fonctionnalité qui permet de détecter les accidents en voiture. Et bien logiquement, il y a un YouTuber qui a essayé de faire ça. Alors rassurez-vous, pour une fois, il n'a pas été aussi bête que l'on peut y penser, et il n'était pas dans la voiture lors des tests. Mais l'information qui en ressort, c'est que le système d'une manière générale fonctionne dans 100% des cas. C'est juste qu'il met un certain temps avant de se lancer, donc généralement une dizaine de secondes. Je vous mets le lien dans la description si vous avez envie de regarder sa vidéo, qui pour une fois est quand même relativement intéressante à regarder. On va maintenant s'arrêter quelques secondes pour écouter les actualités en bref. Le WebAssembly, souvent abrégé WASM, permet d'exécuter du code avec des performances proches du natif et directement dans son navigateur. Hier, la Bytecode Alliance a annoncé que le projet WASM Time était disponible en version 1.0. Pour faire simple, il consiste à exécuter du WebAssembly en dehors du navigateur. Pour l'heure, Rust est le langage à privilégier car le C++ ainsi que l'AssemblyScript n'offrent qu'une compatibilité limitée. Pour ce qui est de l'intégration du projet WASM Time, C, Python, Go, Bash et bien d'autres l'accueilleront à bras ouverts.
Vous n'êtes probablement pas passé à côté du rachat de Twitter par Elon Musk et ses multiples péripéties. Le site Business Insider nous apprend qu'une véritable fuite des talents est en cours avec plus de 700 employés ayant quitté le navire depuis. Accès libre, ouvert et impartial à l'information, voilà le credo du projet OpenWebSearch.eu qui a pour ambition d'offrir une alternative européenne à Google dans le domaine de la recherche en ligne. Financé par l'Union Européenne, on souhaite bon courage au projet quand on sait que de multiples alternatives comme Exalead ou Qwant s'y sont cassés les dents. Larry Page, l'un des cofondateurs de Google, avait investi dans la société Kitty Hawk qui avait pour ambition de concevoir des voitures volantes. Un prototype avait même été démontré en 2020, mais mauvaise nouvelle puisque l'on a appris hier qu'elle allait fermer. Toutefois, la joint venture avec Boeing va poursuivre son existence en espérant pourquoi pas voir ce doux rêve de voiture volante se concrétiser. LG a arrêté de commercialiser des smartphones car ses ventes étaient devenues insuffisantes. Pour autant, son dernier téléphone nommé Rollable aurait pu nous séduire. En effet, contrairement aux écrans pliants-pliables qui s'ouvrent tel un livre, le Rollable voyait en quelque sorte son écran s'agrandir. La durabilité du système au long cours laissait songeur, mais on ne peut que regretter qu'il se soit limité au statut de prototype. Et enfin, mauvaise nouvelle, puisque le cimetière de Google va accueillir en novembre un nouveau service, à savoir Google Surveys. Cet outil permettait de récolter des statistiques sur les utilisateurs d'un service. Aucun remplaçant n'est toutefois prévu, bref, débrouillez-vous. On va désormais s'intéresser à Amazon qui a une division qui s'appelle le Builder Experience et qui se déploie notamment au niveau du siège de l'entreprise qui est à Seattle. Et dans cette division, il y a 400 personnes au total, sachant qu'ils ont 6 fondamentaux et on va les regarder ensemble. Le premier, c'est le fait de fournir des outils qui sont facilement modifiables et interopérables. Le second, c'est que les clients d'Amazon attendent des innovations de la part de la société et pas du temps perdu sur des outils. C'est donc pour ça que cette division-là est en charge de faire ça. En numéro 3, cette division doit être disponible quand les autres ne le sont pas, donc grosso modo, soyez disponible 24/24. Pour ce qui est de la numéro 4, c'est un peu du blabla, mais la cinquième est beaucoup plus intéressante puisqu'elle consiste à dire que tous les employés doivent pouvoir apprendre et avoir accès à des experts à tout moment pour ainsi améliorer leurs compétences. Et enfin, dernier point, c'est que Amazon, en termes de culture d'entreprise, c'est accessible et inclusif. Mais ça, c'est beaucoup de boîtes qui racontent la même chose, même si c'est pas toujours le cas dans les faits. Donc je voulais vous parler de cette division-là parce que c'est au final très intéressant de voir la culture d'entreprise, plutôt que de le faire à la Google où les ingénieurs développent des outils dans leur coin. Là, c'est carrément une unité dédiée qui ne fait que ça. Donc voilà, c'est une autre manière de faire. Intéressant ou pas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Pour le dernier sujet, c'est une info plutôt intéressante. Tout simplement, il y a de plus en plus de visioconférences qui se font depuis le Covid, et bien évidemment, certaines personnes ont des lunettes, et des chercheurs sont arrivés à lire ce qu'il y avait sur l'écran uniquement grâce au reflet. Alors ces fameux chercheurs, ils ont réussi à obtenir une précision de 75% pour du texte qui fait uniquement 10 mm, c'est-à-dire l'équivalent d'un texte qui est en 28 pixels. Par contre, pour du texte qui est en dessous de 12 pixels, là, la précision, elle tombe à 0. Mais leur exploit est toutefois à mettre en parallèle avec la couleur de la peau, l'intensité de la lumière, la luminosité de l'écran, et aussi, bien évidemment, la caractéristique des verres. Donc ça fait quand même beaucoup de critères externes qui peuvent faire énormément varier cette précision. Et du coup, dans quel cas ça pourrait être utilisé? Eh bien, on peut se dire que ça pourrait être, par exemple, un patron qui vérifie que vous êtes bien en train de travailler, ou alors ça peut être des personnes extérieures qui essayent de lire des informations confidentielles. Et là-dessus, l'article conclut en donnant une information que je ne connaissais pas du tout, mais dans Zoom, il existe déjà un outil qui permet de lutter contre ce problème-là. En revanche, pour les autres outils comme Teams ou Google Meet, ce n'est pas encore disponible, mais auquel cas, vous voyez ici, on a la possibilité d'avoir un algo qui permet d'essayer de brouiller les informations. Donc voilà, potentiellement, désormais, il va falloir faire tourner ça en arrière-plan pour être sûr que personne n'espionne ce que l'on a sur notre écran. Juste avant de se quitter, on va regarder les résultats du sondage d'hier et je vous faisais réagir autour de la déclaration du CTO d'Azure qui indiquait qu'il fallait déprécier C et C++ au profit de Rust. Et là-dessus, vous êtes 40% à être de son avis, c'est-à-dire qu'il faudrait uniquement avoir du Rust désormais. Dans 50% des cas, vous êtes plutôt à dire qu'il faudrait non justement laisser les deux cohabiter, donc C, C++ et Rust. Et finalement, dans 11% des cas, vous vous dites non à Rust d'une manière générale. Surtout, n'hésitez pas à aller désormais dans la partie communauté pour répondre au sondage du jour. Voilà, c'était les principales actualités du jour. J'espère que cet épisode de Dev Café vous a plu. Auquel cas, n'hésitez surtout pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Pour ma part, je vous donne rendez-vous ce midi pour le tuto autour du Notch. Sinon, et si vous êtes à Paris, rendez-vous ce soir à partir de 19 h au Meetup. Et sinon, eh bien forcément, rendez-vous demain matin à partir de 7 h pour le prochain épisode de Dev Café.